Honneur. C'est toi qui commence, non? C'est toi, je suis galant. Ouais, moi. Salut à Paris, je m'appelle Félicia Laurine Oum, a.k.a. The Iron Lady. Appelez-moi The Iron Lady. J'ai récemment eu 23 ans. Je suis étudiante en audit et management à l'UQAC, athlète paralympique et beaucoup d'autres choses. William Billet Congolo, Solomon Grundy, son mari. Et éventuellement, le cofondateur d'Abari, directeur de publication, journaliste de formation, bien évidemment, 32 ans, créateur de contenu à mes heures perdues. Voilà, c'est tout ce que j'avais à savoir sur moi. On n'est pas encore mariés. Ah ouais, c'est vrai. On est là pour en savoir beaucoup plus sur l'albinisme, ce que je ressens et répondre aux questions que vous me posez sur moi. Voilà. Et moi, je suis venue parler de mon quotidien en tant que femme en situation de handicap. Pouvez-vous nous dire comment vous avez grandi avec ce qu'on peut qualifier d'handicap? Déjà, j'ai eu une enfance, je dirais, assez compliquée parce que quand j'ai 18 mois, je bois de la soude caustique. Ce qui fait que je n'ai réellement pu manger qu'à l'âge de 10 ans. Donc, il y a beaucoup de mes cadets qui ont mangé le manioc avant moi. Mais c'est pas grave. Hormis ça, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont pu, je dirais, régler le problème. Suite à une intervention chirurgicale, ça a été résolu. J'ai grandi en étant la dernière née de beaucoup de frères. Vous savez, nous sommes en Afrique et il n'y a pas de cousins, il n'y a que des frères. Donc j'étais choyée de tout le monde. Je suis littéralement le bébé et l'enfant de toute la famille. À mes 14 ans, j'ai malheureusement été victime d'un accident de la circulation qui m'a valu l'amputation, mais qui m'a quand même maintenue en vie, qui m'a valu l'amputation, qui me donne le handicap que j'ai aujourd'hui. Et suite à ça, je me suis dit, au moins je suis vivante, il y a beaucoup qui meurent. Et j'ai décidé de poursuivre chacun de mes rêves, un après l'autre. Ils sont très nombreux, par exemple, faire tout ce qu'on m'a dit que tout ce dans quoi on m'a dit que je n'allais pas exceller, le sport, le mannequinat, les concours de Miss, l'entrepreneuriat, tout ça. Aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai grandi normalement. Hein. J'ai toujours été surprotégé par mon entourage, extrêmement couvé. Donc, du coup, je n'ai pas fait face à énormément de discrimination dans ma jeunesse, dans mon enfance, dirons-le, parce que entre guillemets, les problèmes arrivent quand je deviens adolescent. Mais dans mon enfance, il y avait 2-3 petits trucs, mais dans la plupart du temps, ça se passait bien. J'ai pas eu de dérives, j'ai pas été discriminé, en tout cas pas dans mon souvenir. Ça s'est plutôt bien passé, mes parents l'ont bien pris, ils ont bien pris soin de moi, ils continuent, même à ce vieil âge aussi. Donc, les problèmes ont principalement commencé à l'adolescence. Quand je change d'établissement, je vais au lycée Joss quand je fais 4e, je reprends la 4e si je me trompe pas. Je vais au lycée Joss. Nouvelle école, nouveau quartier si on peut le dire ainsi. Et j'étais le seul albinos de tout le campus. Bon, c'est pas un campus, mais bon, de tout le lycée. Donc, du coup, ça m'a valu quelques petites moqueries. À tel point qu'une fois, toute une salle de classe en était pris à moi parce que j'étais albinos. Eux, ils trouvaient ça drôle, mais bon, je pensais que j'étais fort à cette époque-là. C'est à cette époque-là que je me suis rendu compte que je ne l'étais pas vraiment. Et c'est suite à cet incident que je me suis forgé une sorte de carapace. J'ai commencé à devenir l'homme que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire moins vulnérable, extrêmement moins vulnérable, c'est-à-dire je rigole tout le temps. Si tu tires sur moi, bien évidemment, et que tu es un proche, je réponds avec un mot. Si tu tires sur moi alors que je suis saoulé, je te réponds avec la bouche et sinon ça va au sol. À votre avis, la société camerounaise est-elle inclusive envers des personnes souffrant de cela? Sinon, quels sont les freins ou les obstacles? Vous savez, quand on parle de handicap en Afrique, la première chose qui vient à l'esprit, c'est pauvreté, mendicité, vulnérabilité, des fois même la saleté. Ou le regard que les gens portent sur le handicap est souvent divers et varié en fonction d'un environnement à un autre. L'inclusion à certaines strates, c'est très compliqué parce que seulement 2% des personnes en situation de handicap au Cameroun ont accès à l'éducation. Mais je dirais que pour des postes à compétences égales, on priorise toujours la personne en situation de handicap. Donc oui, l'environnement est inclusif, mais on connaît quand même certains freins par rapport à certaines circonstances que je comprends tout à fait parce que nous n'avons pas d'infrastructures adaptées pour pouvoir mieux encadrer les personnes en situation de handicap. Inclusif, non, pas tellement. Pourquoi je le dis? Parce que les personnes handicapées, quand on se montre pas, on a toujours cet œil-là, en mode, elles peuvent rien faire, elles ne peuvent pas se débrouiller par elles-mêmes. Bien sûr, on ne nie pas notre condition, notre situation de handicap. Bon, handicap, c'est un très grand mot pour moi parce que l'albinisme, scientifiquement, c'est un handicap, mais je ne me considère pas véritablement comme une personne handicapée. Je pense que j'ai les mêmes opportunités que les autres, mais il est vrai qu'on n'a pas encore intégré ça dans notre culture qu'une personne, bon, là je parle de mon cas, les personnes albinos sont des personnes comme nous, elles vont à l'école comme nous, elles peuvent conduire des voitures comme nous, elles peuvent travailler comme nous. Quand je commençais sur les réseaux sociaux, beaucoup étaient surpris. Il y a une phrase qui revenait tout le temps, dont les albinos sont intelligents comme ça. Donc vous attendez à quoi? Les albinos sont des personnes normales comme vous. Il y en a des intelligents, il y en a des connes aussi.
En quoi votre handicap a-t-il un impact sur votre vie quotidienne, sur le plan culturel ou encore professionnel? Récemment, j'ai subi une seconde amputation. Et je vais vous avouer que ce n'avait rien de médical, c'était à but sportif. Et quand je me suis retrouvée toute seule chez moi, je me suis rendu compte que j'étais incapable de pouvoir faire un œuf toute seule, vu que je n'avais que mes béquilles. Et là, je me suis rendu compte que c'est très compliqué de vivre avec un handicap au quotidien. C'est très compliqué simplement d'avoir la motivation pour se lever, des fois aller faire cours quand tu te rends compte que tu as 100 mètres ou 500 mètres à faire en béquille, en fauteuil, et tu es toute seule. C'est très compliqué. Des fois, juste ce trajet-là peut te démoraliser. Donc, je dirais que c'est très compliqué des fois de pouvoir faire son travail ou faire ce qu'on a envie de faire simplement parce qu'on ne peut pas se déplacer comme on le souhaiterait. En quoi votre handicap a-t-il un impact sur votre vie quotidienne, sur le plan culturel ou encore professionnel? L'impact positif et négatif. Bon, je vais dire que le fait que je me fasse facilement remarquer, c'est positif et négatif. Positif, pourquoi? Parce que je ne passe pas inaperçu et parfois, c'est une bonne chose. Toujours dans le domaine dans lequel je suis, qui est la création de contenu ou le journalisme, quand j'arrive quelque part, ou bien quand quelqu'un voit une tombe sur une de mes vidéos, la première chose qu'il regarde, la première chose qu'il fait rester, ce n'est pas ce que je dis souvent, mais c'est un blanc qui fait la vidéo là, dont les Ningirou même sont incapables de faire les choses comme ça. C'est une bonne chose et c'est une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que parfois, j'ai envie de passer inaperçu. J'ai juste envie de vivre ma vie comme une personne normale. J'ai pas envie d'avoir des regards tout le temps sur moi et j'ai pas envie d'être tout le temps reconnu comme le blanc, l'albinos qui fait des vidéos. Non, j'ai envie d'être reconnu comme cette personne-là qui fait des vidéos. J'ai envie de transcender cet albinisme-là. Mais c'est pas évident. Je ne nie pas, je ne renie pas ce que je suis. Je suis plutôt fier. Mais parfois, j'ai juste envie comme une personne normale, quoi. Sur le plan sentimental, cela joue-t-il aussi un rôle? Avez-vous une anecdote à partager dessus? J'en ai beaucoup, énormément. Sur le plan sentimental, ma mère m'avait souvent dit, tu sais, tu es comme un fruit exotique. Les gens sont très curieux. Et elle a raison. Mais bon, j'en ai une qui est drôle aujourd'hui, mais qui n'était pas à l'époque. Une fois, j'ai toujours dit cette chose, j'étais en 4e et j'avais un crush sur une fille. Vous savez, quand on est jeune, on se dit, bon, les occasions de parler de nous rapprocher de nos crushs, c'est généralement pendant les soirées gastronomiques, ou alors les fêtes les fêtes qu'il y a souvent pendant les fêtes de la jeunesse. Et bien moi, j'avais dit, ok, c'est pendant l'une de ces fêtes-là que je vais aller vers mon crush. La fête est arrivée, je suis allé vers mon crush, je voulais danser avec elle. Dis donc, elle a crié de peur quand elle m'a vu. Elle a crié, elle a fui. Crié, elle a fui parce que elle n'avait jamais été aussi proche d'une personne albinos. Et apparemment, elle en avait peur à l'époque. Elle en avait peur. Donc, imagine, tu crushes quelqu'un. C'est même pas qu'elle te dit non, je ne veux pas parce que non, elle a peur de toi. Donc, honnêtement, c'est un sacré coup au moral, hein. C'est un sacré coup au moral, clairement. Mais bon, ce sont des choses qui m'ont forgé. Aujourd'hui, ça me fait plus rire qu'autre chose. Ça joue énormément parce que beaucoup de femmes viennent par curiosité. Ah, je sais pas ce que ça fait d'être avec un albinos. Je veux aussi voir ce que ça fait d'être avec un albinos. Enfin, là-bas, en bas, même ça a quelle couleur. Donc, beaucoup de personnes viennent plus par curiosité, plus qu'autre chose. Mais j'ai quand même rencontré des personnes formidables qui me voyaient autrement qu'une personne albinos, en fait. Beaucoup de gens viennent simplement par, je dirais, curiosité. Quelqu'un m'a déjà dit une fois, je n'ai jamais goûté une fille handicapée. Moi, je ne savais pas que j'étais les arachides au point où on veut me goûter. Je l'ai découvert. Et j'ai une anecdote assez drôle en ce qui concerne mon handicap. Il y a quelques temps, je devais créer du contenu avec un autre média et on s'est rendu dans un parc à Yaoundé. Et j'attendais que l'équipe vienne, donc je me suis assise sur un banc public. Et il y a un monsieur qui s'est approché de moi et se met à me parler. Je lui dis, monsieur, je ne suis pas intéressé, vous perdez votre temps. Et quand l'équipe arrive et que je me lève et qu'il se rend compte que j'ai un handicap, il se met à me dire, est-ce que tu penses qu'un homme comme moi peut draguer une femme comme toi? Je sors d'un bureau climatisé. Et c'était très drôle parce que la façon dont son humeur a switché, ça m'a dit, mais attends, donc tu savais pas. Et très souvent, même, c'est un frein pour certains. Ou bon, des fois, je l'utilise même pour faire fuir les hommes. Il y a déjà quelqu'un à qui j'ai dit, grand frère, s'il te plaît, ne me drague pas, je suis handicapé. Et il a arrêté. Il m'a plus jamais écrit. Est-ce que de nos jours, au Cameroun, il y a des dispositifs concrets, accessibles, efficaces pour accompagner des personnes dites handicapées? Pas vraiment. Je ne trouve pas. De mon point de vue, je ne trouve pas. Malheureusement, il n'en existe pas. Ou du moins, pas de façon concrète. Elles ne sont pas énormément mises en avant. Bon, mises en avant pour des personnes qui veulent l'être. Hein. Et lorsqu'elles sont même mises en avant, c'est très parfois de façon stéréotypée. De façon stéréotypée. On va toujours jouer sur les stéréotypes. C'est, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est très dur. Et je vais pas vous mentir, le handicap coûte extrêmement cher. C'est
ça demande un certain financement de pouvoir soutenir les personnes en situation de handicap. Et les quelques dispositions qui sont prises ne sont pas connues. Par exemple, le fait que l'école est gratuite pour les personnes en situation de handicap, pour les enfants de personnes en situation de handicap. Et très peu de personnes le savent. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'avec une carte d'invalidité, ils peuvent avoir accès gratuitement à la santé publique et à d'autres choses, des fois même au transport. Et il y a même des fois des agences de transport public, pour ne pas citer le nom d'une certaine agence aérienne, où eux-mêmes ils n'appliquent pas ça. Pourtant, c'est marqué dans leur statut où ils sont censés, en fonction du taux marqué sur ta carte d'invalidité, accorder un certain rabais. Je pense que donc, concrètement, non. Il y a bien l'Asmodisa qui a essayé, mais bon, il y a un problème qui vient, comme je l'ai dit tout à l'heure, les personnes albinos sont des personnes normales. Il y en a des très intelligents, il y en a des très connes. Donc, il y a des trucs qu'on essaie de mettre en place, mais parfois notre sang camerounais nous rattrape et ça ne se fait pas. Donc, les infrastructures et les moyens ne sont pas vraiment mis en place, ou du moins, c'est écrit, mais rien n'est fait de façon concrète. Sur vos réseaux sociaux, vous montrez que vous vivez votre handicap comme une force. Souhaitez-vous à terme devenir une voix forte pour les personnes en situation de handicap au Cameroun? Je dirais oui, parce que comme moi, je deviens une petite fille en situation de handicap à l'âge de 14 ans, j'essaie de lever la tête et de regarder vers et de chercher si je peux trouver un modèle ou un exemple, quelqu'un qui a fait quelque chose qui peut m'inspirer. Et j'ai tellement cherché qu'à la fin, j'ai failli être déçue. Je me suis rendu compte, si ça n'existe pas, pourquoi tu ne le deviendrais pas? Alors, initialement, c'est pour pouvoir devenir la femme que je n'ai pas pu connaître, la femme que je n'ai pas eu comme modèle. Et je me dis, si ça peut inspirer ne serait-ce qu'une petite fille quelque part, qu'elle a un handicap ou pas, moi, ça me ferait extrêmement plaisir. Selon vous, est-ce que l'albinisme est suffisamment pris en compte dans l'espace public et pourquoi serait-il essentiel d'en parler? Il n'est pas suffisamment pris en compte parce que tout à l'heure, je parlais des stéréotypes. Il y a encore énormément de stéréotypes sur les personnes albinos. Beaucoup de personnes sont encore ignorantes de ce que c'est l'albinisme en réalité. En 2025, c'est quand même le comble. Tu as des personnes qui, de manière sérieuse, te demandent si sans tes lunettes, tu arrives à voir. Il y a des personnes qui, de manière sérieuse, te demandent si la nuit, tu vois, comme si tu étais le chat. Il y a des personnes qui, de manière sérieuse, te demandent quand est-ce que je n'ai jamais vu le corps d'un albinos, quand il meurt, il passe pas. Donc, ce n'est pas vraiment pris en compte. On n'en parle pas suffisamment. C'est important d'en parler, c'est important de se renseigner parce que des gens se rapprochent souvent de nous et de manière très maladroite. Elles se disent que c'est normal, mais c'est de manière très maladroite. Parfois, on est gêné et c'est juste par politesse qu'on répond à 2-3 choses. Mais il est important de se renseigner et de venir vers la personne albinos comme si je venais vers une personne normale, en fait. Enlever le spectre que je viens voir une personne albinos, je viens la voir avec des pincettes. Moi, déjà, je parle pour moi, j'aime pas qu'on ait pitié de moi. Viens vers moi, sois cool. Ne me ménage pas si je dis une connerie. Si je fais une connerie, ne me ménage pas parce que je suis un albinos. Non. Je suis un être humain comme toi, je marche comme toi. Et si vous voulez en apprendre plus sur l'albinos, il y a des associations comme des forums, comme le forum Albi 237 qui organise parfois des conférences. Il y a des personnes albinos qui organisent, qui ne font pas forcément partie des forums, mais qui organisent justement des conférences pour vous expliquer 2-3 trucs par rapport aux personnes albinos. Comment est-ce qu'il faudrait les traiter si vous avez des enfants albinos, par exemple. Ça, c'est plus pour les parents. Et il y a moi, bien évidemment. Il y a moi, à travers mes vidéos d'autodérision de temps en temps, qui vous raconte 2-3 anecdotes et ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire par rapport à une personne albinos. Voilà. Aimerais-tu qu'on te voie autrement qu'à travers le prisme d'une personne handicapée? Quel regard aimeriez-vous que la société porte sur vous? Déjà, le fait que les gens ne me voient que comme une personne en situation de handicap, c'est normal, c'est ce que je suis. Mais au-delà, il y a une femme qui fait du sport de haut niveau, qui fait des études, qui fait tellement d'autres choses. Et je considère que mon handicap, non seulement ne me limite pas, mais ne me définit pas. Avoir un handicap, je dirais c'est un détail. C'est un peu comme avoir de la barbe. C'est un détail physique. C'est comme avoir de la barbe. C'est comme avoir la peau très foncée. Et c'est un détail sur lequel on peut facilement passer. Ce n'est qu'un détail physique. Le regard que j'aimerais que la société porte sur moi, c'est quelqu'un qui est comme n'importe qui et qui a décidé que peu importe ce qu'elle veut dans cette vie, elle l'aura. Sur vos différents réseaux sociaux, nous avons constaté qu'il n'y a aucun message qui attire directement l'attention sur votre albinisme. Pensez-vous que c'est un combat déjà gagné dès le départ ou bien c'est quelque chose qui n'a pour vous jamais existé? J'ai l'impression, après je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est un combat que j'ai gagné sans aucune prétention, bien évidemment. Pourquoi je le dis? Parce que le fait que je me lance sur les réseaux, c'était un combat pour moi parce que dû à ma situation d'albinisme, ça c'est un truc que j'ai eu du mal à m'avouer pendant longtemps. Je suis extrêmement, mais alors extrêmement
timide. J'avais du mal, je me disais, mais quand je vais me filmer devant la caméra, qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens ont tendance à être très méchants sur les réseaux sociaux gratuitement. C'est un combat que j'ai gagné. Des gens ne me voient plus en mode « Ah, c'est l'albinos qui fait les vidéos ». Non, les gens me voient. C'est le mec qui fait les vidéos. On ne m'appelle pas, quand je vais en route, on ne m'appelle pas le blanc, on m'appelle Abari. Et c'est une fierté pour moi, c'est une fierté pour nous. Le fait que les gens ne se sont plus... Ils ont même oublié que je suis une personne albinos en fait. Et honnêtement, je suis fier de ça. Vous recevez de nombreux messages d'encouragement sur les réseaux sociaux. À votre avis, sont-ils sincères ou teintés de pitié déguisée? Honnêtement, je ne connais pas vraiment quelles sont les intentions des gens derrière leur téléphone. Mais de ce que moi je perçois devant le mien, c'est beaucoup d'empathie. Je dirais que je n'ai pas besoin de pitié. Personne n'aimerait qu'on ait pitié de lui. Et je vous conseille d'avoir, en l'égard des personnes en situation de handicap, au lieu d'avoir de la pitié, ayez de l'empathie. Parce que n'importe qui peut se retrouver dans cette situation-là, en tombant d'un escalier, en ayant un accident, ou en simplement se réveillant un matin et se rendre compte que ses jambes ne fonctionnent plus. Donc, je voudrais que les gens me voient comme quelqu'un qui a simplement décidé d'avoir tout ce qu'elle veut, de faire tout ce qu'elle veut faire et de réaliser ses rêves. Pourquoi Solomon Grundy? Qu'est-ce que cela signifie? C'était un alter ego que je m'étais créé pour, entre guillemets, protéger ma vie privée, pour ne pas que les gens connaissent mon véritable nom. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, les gens peuvent être très méchants sur les réseaux sociaux. Je me lançais sur les réseaux, je n'avais pas envie de mettre mon véritable nom pour que si jamais je devienne quelqu'un de populaire plus tard, qu'on n'aille pas fouiller dans ma vie, comment est-ce que je m'appelle réellement, qu'on n'aille pas fouiller dans la vie de mes proches. J'ai pris cet alter ego-là, j'ai pris ce nom-là, je me suis créé ce personnage-là. Et Solomon Grundy, c'est un personnage de comics à la base. C'est un zombie, quelqu'un de différent aussi. Quelqu'un de différent qui a une backstory assez tragique. À première vue, quand on le voit, on le juge directement, on l'a jugé en tant que méchant. Il a donc décidé d'être ce méchant-là. Donc, c'est un personnage très attachant pour moi. Dû à son histoire, c'est quelqu'un on l'a catégorisé comme méchant, mais quand on le connaît un peu plus, on se rend compte que c'est une personne, c'est un enfant et avec un grand cœur. Il n'est pas si méchant au final. Il est juste influencé par son environnement. Et moi aussi, j'ai été énormément influencé par mon environnement. Parfois, j'ai eu à faire des conneries parce que je voulais m'affirmer, parce que je ne voulais pas qu'on croie que je suis cette personne faible et vulnérable là. Et il m'arrivait de mal me comporter, pensant que je le faisais pour moi, alors que je l'ai remarqué, je l'ai accepté plus tard. Je le faisais plus pour me faire remarquer en fait. Nous avons remarqué sur vos réseaux sociaux que vous faites énormément d'activités diverses. Où trouvez-vous cette force et qu'est-ce qui vous pousse à faire autant de choses? Déjà, si on commence déjà par le sport, avant mon accident, j'étais dans l'équipe nationale de gymnastique. Et quand j'ai mon accident, je m'apprête à aller prendre une permission pour aller participer au Dixiat, qui est une compétition, je dirais, internationale que le Cameroun organise tous les 2 ans. Et après, je n'ai pas voulu arrêter parce que je trouvais ça dommage je trouvais que mon coach et moi trouvions que j'avais du potentiel. Alors, j'ai simplement décidé de me réorienter dans d'autres disciplines qui étaient en paralympique. Ensuite, pour ce qui est de mes études, c'est simplement que je me suis dit que j'aimerais bien apprendre tout ce qui a trait à l'argent, qui n'aime pas l'argent. Donc, je me suis demandé comment est-ce qu'on faisait pour savoir où l'argent fonctionne, où ça va. Donc, je suis en train de terminer mes études en finance. Pour ce qui est des concours de beauté et des concours de Miss ou du mannequinat, c'est quelque chose que j'apprécie énormément et bien avant mon accident, je me voyais bien faire ça. Et après, vu que je n'avais personne qui ressemblait à ce que j'étais, je me suis dit, je vais devenir la première personne qui fait ça. Et pour toutes les autres choses que je fais qui n'ont aucun lien, j'ai tendance à dire que le lien, c'est moi. Ça n'a pas à avoir de rapport. C'est moi qui donne du sens à tout ce que je fais. Je fais autant de choses parce que je dirais que c'est comme une façon pour moi de montrer que je peux. Avoir un handicap, c'est faire face aux préjugés. Chaque fois qu'on me voit, quelqu'un me dit « Ah non, elle peut pas faire ça. Non, elle peut pas faire ça. Elle peut pas faire ça. » Et à chaque fois, je me dis « Regarde juste moi, je vais faire. Regarde-moi, je vais le faire. » Donc, faire toutes ces choses pour moi, c'est un peu comme montrer au monde qui je suis. Pourquoi Iron Lady et qu'est-ce que ça signifie pour vous? Initialement, c'était pas de Iron Lady. J'avoue, c'était plutôt Baby Bionic et tout. Ou des fois, c'était Akoliki. C'est comme ça que ma mère m'appelle parce que Anuondo, ça veut dire la jambe de fer. Et quand je me suis dit, ah ok, Akoliki, pourquoi je peux pas dire la dame de fer en anglais? Après, je me suis dit Iron Lady. Et beaucoup de gens pensent que ça a un rapport avec ma jambe. Non, ça n'a aucun rapport avec ma jambe. The Iron Lady, c'est pour le mental parce que avec ou sans ma prothèse, j'ai un handicap. Et dire que ça a un rapport avec ma jambe voudrait dire que si on me l'enlève, je ne suis plus de Iron Lady. Et ce n'est pas le cas. Quelle est la meilleure expérience que vous avez eue vis-à-vis de votre handicap? Ok, je commence. J'en ai deux petites anecdotes. La première, c'était une fois j'ai rencontré un petit garçon. Je précise, il était français. Et quand il m'a vu, il s'est mis à crier. Il a dit « Ah, je veux aussi une jambe de pirate !» Et il a pleuré. Il s'est roulé au sol devant sa mère. Il a dit « Maman, je veux une jambe de pirate. Maman, je veux une jambe de pirate. » Et ma mère était là. Et ça lui faisait tellement mal. Elle s'est mise à pleurer. Sa mère aussi. Et il est venu me dire « Et comment tu as fait pour que ta mère te laisse avoir une jambe de pirate ?» C'est la première. Et la seconde, c'était je venais d'arriver à Yaoundé et je connaissais rien de la ville. Mais on m'avait envoyé faire une commission dans le quartier
quartier. Et il y avait des petits garçons qui jouaient au ballon, vous savez déjà le 2-0 là. Et quand ils m'ont vu, ils se sont arrêtés. Ils ont commencé à me suivre en criant Iron Man, Iron Man. Et jusqu'à présent, je crois que je vais jamais oublier ça. J'avais trouvé ça très beau, bizarrement. À mon tour. Oui. Elle est assez, c'est la meilleure en même temps. Elle est assez, j'ai pas envie de dire glauque, mais bon. C'était en 2006, lors de la foire du Ngondo. C'est la première fois que je participais à la foire du Ngondo, je précise. C'était la veille, on avait de la fête. Et j'arrivais à la foire avec mon petit frère. Un groupe de personnes ont commencé à chanter Boubacar n'y pas, Sauf que je me suis arrêté, je leur ai dit, mais vous savez que Boubacar, en réalité, ça veut dire belle femme. C'est moi qui devais avoir honte. C'est eux qui ont eu honte au final. Donc, c'était hyper drôle. C'était vraiment drôle. Donc, honnêtement, j'aime bien, honnêtement, remettre 2-3 personnes à leur place comme ça. Voilà. C'est satisfaisant. Côtoyez-vous ou encore travaillez-vous avec une association? Oui, j'ai une association qui s'appelle Disability. Et j'aime dire que we aim to turn disability into disability. C'est l'incroyable capacité à faire tout ce que vous voulez faire. C'est une association qui vise à l'autonomisation des personnes en situation de handicap à travers des formations qui leur permettront d'exercer dans certains domaines d'activité pour pouvoir être indépendants financièrement. Bon, moi, vite fait, il y a Albicare. C'est vrai que j'ai pas le design, mais il y a Albicare. Albicare qui c'est un projet en fait, c'est pas vraiment une association qui est organisée une fois par mois par le docteur Wilfred Moilet, il est au Congo actuellement. Une personne albinos aussi est même médecin. Oui, comme quoi on peut tout faire. Donc, un albinos médecin, docteur Wilfred Moilet, qui organise chaque année des séances de consultation dans les hôpitaux, principalement l'hôpital de Bonasama. Consultation gratuite, je précise, excusez-moi. Il y a aussi des remises de crème antisolaire. Il y a des panels de discussion avec des personnes albinos qui ont un peu réussi et qui viennent partager leur expérience avec les autres pour leur donner de la motivation, de la force aussi. Voilà. Albicare, ils ont des pages Facebook, Twitter, Instagram, vous pouvez trouver ça partout. J'ai une question, moi. Oui, vas-y. Du coup, est-ce que la discrimination envers les personnes albinos, c'est du racisme? Oui, c'est du racisme, mais bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Je pense que c'est bon parce que j'ai posé la question à ChatGPT. Et ouais, ChatGPT m'a dit, ouais, c'est du racisme. Ouais, ChatGPT a toujours raison. Non, au-delà de ça, j'estime que c'est du racisme. Bon, j'aime pas cette posture de se victimiser, mais il faut dire les termes. Ça l'est parce que même si les personnes albinos sont en réalité des personnes noires qui n'ont juste pas de mélanine, mais le fait qu'on nous attaque toujours sur notre couleur de peau, qu'on fasse la différence avec les autres et qu'on utilise des termes péjoratifs pour nous désigner, ça c'est du racisme, je suis désolé. Du coup, toi, quelle est l'expérience la plus embarrassante que tu as eu à vivre en tant que personne handicapée? En tant que personne tout court, de toute façon. Oui, attends. Ah oui, j'ai la parfaite anecdote. Il y a, je crois, il y a 3-4 ans, je discutais avec un gars, on était ensemble à l'université, on se retrouvait par hasard dans la même ville pour les congés et le même hasard a voulu que je sois à 5 minutes de sa maison. C'est-à-dire, on était dans le même quartier, on s'est rendu compte que on est voisins. Et un matin où ses parents sont allés au travail, il me dit « Ah, qu'est-ce que tu fais ?» viens. Et je me dis « Ah, ok. » Du coup, moi, je suis sortie de chez moi en disant que je ne vais pas faire le transfert. Et je suis arrivée chez lui où on devait apprendre à mieux se connaître. Vous voyez ce que je voulais dire? Oui, on va très bien. Oui. Et on s'embrasse, tout se passe bien. Sauf qu'à un moment, voilà, on entend du bruit. Nous sommes censés être seuls dans la maison et on entend du bruit. Et il me dit, ah, je crois que c'est ma belle-mère qui est rentrée. Je lui dis, comment ça, ta belle-mère? Je veux pas poser des questions sur la situation familiale, mais voilà. Après, il me dit, cache-toi dans le placard. Le temps de comprendre. Il t'avait apporté, il t'avait dans le placard. Du coup, je suis là. Et il vient 2-3 fois vérifier et tout, ça va. Et tout, et je me dis que... Mais je suis où? La fille de ma mère, si ma mère découvre que je suis restée dans le placard actuellement, comment est-ce qu'elle va se sentir et tout? Et j'avais déjà tellement fait, je crois que j'avais fait plus de 30 minutes dans le placard. Et au moment, je me suis dit, Félicia, tu sais quoi? Rentrez chez vous. Je ne voulais pas savoir qui était au salon, ce qui allait se passer là-bas. J'ai pris mon téléphone, j'ai pris mes babouches en main. Je suis sortie de la chambre, je suis passée au salon. La dame, elle était assise. Je n'ai même pas salué. Je suis sortie. Avec la prothèse. Non, j'ai un pantalon, donc elle a pas regardé. Donc le temps qu'elle se rende compte de ce qui est en train de se passer, dès que je suis arrivée devant le portail où j'ai ouvert le portail, j'ai entendu les cris derrière moi, soit écrire sur son fil, je ne veux pas savoir. Je suis partie et j'ai plus jamais reparlé au gars. Je peux avoir ça. Vous avez quand même. Tu sais le. Regarde, je vais te taguer sur la vidéo aussi. Merci, moi j'ai récupéré. Quand quelqu'un reste, quelqu'un bravo. Vas-y. Du coup, moi je veux savoir ton expérience la plus dingue avec une fille là. Quel est le truc what the fuck qui t'est arrivé? Et voilà, peut-être que tu n'as jamais raconté. Moi, je veux savoir. J'ai raconté, mais bon, une fois,
C'est assez drôle et c'est assez un peu humiliant pour moi. Bon, je venais d'arriver à Yaoundé, j'étais chez une fille, justement. En plus, j'étais pas dans la ligne. Quand tu passes chez les filles. Oh, ouais, laisse seulement. On ne se connaissait pas encore. J'étais à Yaoundé et j'ai décidé de dormir chez une fille. J'ai ma maison à Yaoundé. Je n'ai pas prévenu que j'étais là. Je disais que j'arrivais plutôt le lendemain, mais j'ai décidé de dormir chez une fille. Et ben, je dors, j'arrive chez elle, tout se passe bien. On mange, on dort, on regarde nos films. On fait ce qu'il y a à faire, ce qu'on regarde. Et bon, on s'endort. Sauf qu'à un moment donné, je sais pas, je me réveille. Je me réveille et le flash du téléphone, je me rends compte qu'elle était en train de me filmer tout nu. Tout nu. J'ai même pas cherché à savoir. J'ai pris son téléphone, j'ai supprimé. J'ai pris son téléphone, j'ai supprimé. Je suis sorti en pleine nuit. Je suis rentré chez moi. Tu es sorti comment? Non, j'étais quand même habillé. J'ai eu le temps de mettre le BFD. Mais je me suis quand même rassuré qu'elle n'avait pas filmé en cachette. Pour vous voir à quel point nous, les personnes, on est en danger. On est en danger, c'est-à-dire qu'on est des phénomènes de foi. Donc, quand une fille sort avec toi comme ça, là, elle doit montrer la preuve que c'est sûr que c'est ça. Nous, on demandait que, mais il faut même regarder. On dit que souvent, le truc là est noir. Il faut regarder, il faut vérifier. C'est sûr que c'est la preuve là qu'elle filmait pour envoyer. Moi, je veux donc savoir comment c'est. Comment ça? On vit ensemble, mais depuis la tienne, c'est pas comment je fais. Quels sont vos différents réseaux sociaux? Honneur aux dames. Moi, retrouvez-moi sur tous les réseaux sociaux sous le pseudonyme Félicia de Iron Lady. Solomon Grandi, 237. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, bien évidemment. Et sur Abari, bien sûr. Et enfin, pour conclure, qu'est-ce que nous pouvons vous souhaiter? Beaucoup d'argent, la santé et beaucoup de prothèses de sport. Beaucoup d'enfants aussi, super. On n'est pas encore tombé d'accord là-dessus. Oh.